À chaque mois d'octobre, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, enfin l'actuel secrétaire général des Nations Unies, présente un rapport sur la situation du Sahara marocain. C'est une occasion importante parce que ce rapport, qui présente des éléments factuels, il ne prend pas position et il ne donne pas une analyse, est le fruit d'une concertation avec un certain nombre de pays et aussi le fruit du feedback de l'envoyé spécial responsable du MINUSO, du secrétaire général des Nations Unies, et actuellement aussi du feedback de l'envoyé personnel Staffan de Mistura, qui a fait une tournée cette année à travers plusieurs pays, dont le Maroc. C'est un rapport qui était attendu, qui se décline comme une période riche en nouveautés politiques et diplomatiques. Bien sûr, comme je l'ai dit, ce rapport est un rapport factuel, il donne des faits. Il appartient aux différents pays de lire les faits et de lire entre les lignes. C'est à cet exercice que nous allons nous livrer aujourd'hui en faisant une lecture plurielle de ce rapport, une lecture politique et diplomatique, une lecture militaire et une lecture économique. Commençons d'abord par la situation internationale qui a été déclinée cette année, une situation internationale marquée par le conflit en Ukraine et qui a vu un point d'inflexion au niveau de la capacité des États-Unis à confirmer sa domination du monde du point de vue militaire. Ce qui se passe actuellement en Ukraine confirme à ceux qui ne voulaient pas s'en convaincre que les États-Unis d'Amérique ont beaucoup encore à donner et leur puissance est incontestable. Les premiers à s'en rendre compte, ce sont les Européens, bien sûr, les Russes, qui ont vu une mise à nu de leur puissance militaire qui a manifesté un certain nombre de faiblesses. Mais il y a d'autres pays qui ont souffert de cette situation dans la mesure où, de manière indirecte, ils avaient la possibilité d'envisager une collaboration dans un monde multilatéral, mais on se rend compte effectivement que la puissance russe ne tient pas ses promesses. C'est dans cette conjoncture que Staffan de Mistura a commencé sa tournée. Et comme je l'ai souvent dit, que ce soit Antonio Guterres ou bien Staffan de Mistura, ce ne sont pas des électrons libres, ce ne sont pas des gens qui agissent de leur plein gré, ce sont des diplomates aguerris qui travaillent tenant compte des rapports de force internationaux, des volontés des superpuissances membres du Conseil de sécurité et des autres pays qui sont concernés par les différents conflits. Venons-en à la question du Sahara marocain. Cette année, elle a été caractérisée par le fait important que les États-Unis d'Amérique ont confirmé encore une fois leur reconnaissance de notre souveraineté et ils sont allés beaucoup plus loin dans la mesure où ils ont accru leur collaboration avec le Maroc. Cette situation a inspiré, de manière indirecte ou directement, et a encouragé un certain nombre de pays à sauter le pas et à reconnaître aussi le plan d'autonomie comme alternative unique et crédible pour la solution du conflit. Certes, il y a eu l'Espagne, dont la position a mis fin à peut-être 4 siècles de mésentente entre nous et ce pays, avec qui nous sommes liés par une très longue histoire. Pratiquement 12 siècles d'histoire commune. Ce pays, qui a confirmé effectivement son appui à la solution de l'autonomie et qui a entraîné, peut-être d'une manière ou d'une autre, avec les États-Unis, l'Allemagne dans le sens-sillage, la Serbie, les Pays-Bas et d'autres pays. Bien sûr, pour ne parler que de l'Europe,
mais il y a eu d'autres pays africains, des pays d'Amérique du Sud. Et à travers le déroulement des faits tels que décrits par le secrétaire général, il s'avère que ce sont des événements qui ont marqué ce conflit pour le secrétaire général, parce qu'il les cite, il en tient compte, et il dit que son envoyé personnel est allé voir l'Espagne, a rencontré les Français, a rencontré les Italiens dans différentes occasions pour leur demander leur avis. Ça veut dire que leur avis compte pour la possibilité d'envisager une solution pérenne à ce conflit. Cette situation aussi a vu un léger recul tactique ou stratégique, je l'ignore pour l'instant, mais un léger recul de l'Algérie, qui a signifié à l'envoyé personnel du secrétaire général de manière claire qu'elle n'entendait pas rejoindre la table ronde, qu'elle n'était pas acteur direct dans le conflit. Certains ont cru, ont vu en cela peut-être un début de repli, vu la situation internationale, qui influe sur la situation régionale. Effectivement, disons, appelons-le de manière très directe, les déboires de la Russie en Ukraine ont fait que ce pays n'a pas encore, ou peut-être ne représente plus cet élément de puissance que beaucoup de pays ont cru voir en lui. Et ici, je voudrais faire une mise au point. Quand on parle des problèmes de la Russie, ce n'est pas pour dire que nous sommes contre la Russie, loin de là. C'est un immense et très beau pays, au ballet magnifique, aux poètes immenses, à la littérature incomparable. Comment ne pas aimer ce pays? Mais il faut le reconnaître, les responsables russes ont embarqué la Russie peut-être dans un conflit, et cela leur a été rappelé par la Chine et l'Inde, leur allié, dans un conflit qui n'ont pas peut-être mesuré l'importance. Donc revenons à l'Algérie, l'Algérie qui se retrouve dans une situation où ses alliés et aussi ses moyens militaires sont mis en question ou remis en question. C'est une situation politique et géostratégique dont Stéphane de Mistura doit prendre compte. Parce qu'à côté de cela, le Maroc a marqué des points. Au-delà de son affermissement de ses relations avec les États-Unis d'Amérique et d'autres pays européens, il va encore petit à petit, et cela a été rappelé par le secrétaire général dans son rapport, dans sa politique de reconnaissance de la marocanité du Sahara, d'établissement de consulats. Un Maroc qui avance diplomatiquement, un Maroc qui profite de la situation politique internationale, et cela est de bonne guerre. Mais un Maroc qui ne se suffit pas à faire cela. Et là, c'est le deuxième volet que nous allons aborder, c'est le volet militaire. Nous avons marqué cette année, en tant que pays, par une maîtrise meilleure du territoire, que ce soit intramuraux ou là extramuraux, si on veut prendre cette affirmation. Nous avons démontré que nous maîtrisons parfaitement le territoire, bien sûr, en deçà du mur, mais bien au-delà, la mobilité du Polisario a été réduite à son strict ou sa minime expression. Hier, j'ai lu encore une fois ils avaient fait leurs 1001 déclarations militaires. Je ne dirais pas que ça frôle le ridicule, je dirais tout simplement que c'est grotesque. 1001. Alors qu'il y a quand même des observateurs, le MINURSO, qui comptabilise ce genre d'opération. Bien sûr, le Polisario, et cela a été dit, essaie de bloquer, essaie de maquiller, essaie d'empêcher le MINURSO de faire son travail, et le secrétaire général l'a rappelé, allant jusqu'à menacer de cesser
de s'occuper de ce qu'ils appellent l'Est du mur. En fait, il n'y a plus pratiquement d'Est du mur parce que la mobilité dans ce territoire est réduite grâce aux efforts des forces armées royales. Militairement, le Polisario se trouve affaibli. Le Maroc améliore ses défenses, améliore ses capacités de maîtrise du territoire, collabore avec la MINURSO, en témoigne le secrétaire général. Que reste-t-il à cette organisation? Eh bien, il lui reste un élément fondamental qui a été mis en avant lors de la visite de Stéphane de Mistura dans les camps de Tindouf. Ils se sont plaints du fait qu'ils étaient dans une situation où les aides n'arrivaient pas. Pratiquement, et c'est tout à fait regrettable, pratiquement ils étaient en situation de sous-nutrition et qu'il y avait, et cela ne peut être qu'attristant pour nous les Marocains parce que ce sont en fin de compte nos compatriotes qui sont là-bas, séquestrés. Il y a chez les enfants et beaucoup aussi chez les adultes, du fait de la sous-nutrition, un recul de la constitution physique et des capacités physiques des uns et des autres. Cela nous fait que nous ramène à un débat que nous avons évoqué il y a de cela quelques années et qui maintenant est tout à fait présent. C'est-à-dire, il y a d'un côté ceux qui sont séquestrés, souffrent d'une sous-nutrition, alors que leurs tuteurs ont des moyens financiers importants grâce au renchérissement du prix du gaz, ils ne leur donnent rien pour se nourrir. Ils ont en face d'eux un Sahara marocain qui se développe, qui se construit et dont les infrastructures s'enrichissent de jour en jour. Un fait surréaliste m'a frappé dans le rapport un peu triste, dans le rapport du secrétaire général. Il y a une lettre de protestation du Polisario disant comme quoi, pourquoi le Maroc a installé une unité de dessalement dans le Sahara marocain. Mais pourquoi vous voulez protester contre l'installation d'une unité de dessalement? Cette unité de dessalement va servir à offrir de l'eau potable. Pourquoi on protesterait pour l'installation d'une unité d'eau potable? Voulez-vous que les gens restent assoiffés? Revenons au terme de ridicule. Quand il n'y a plus rien à faire, on dit du n'importe quoi. Or, ce qui est maintenant certain et établi, c'est que le Maroc a fait un immense effort pour développer ses territoires. Et aujourd'hui, les dernières statistiques du Haut Commissariat au Plan sont là, le revenu par habitant de ces régions a atteint pratiquement les $5 000. Il se situe maintenant au top niveau des revenus par région du Maroc. Et bien sûr, pour rappel, il dépasse le revenu moyen par habitant en Algérie. D'un côté, des gens qui sont sous-nutris, séquestrés, parce qu'on ne leur donne pas la possibilité d'avoir un statut de réfugié et d'avoir un passeport, et de l'autre côté, un espace qui se développe, ça a été souligné par le secrétaire général, qui se développe économiquement, socialement. Je pense que le Maroc, en faisant cette option et ayant l'intelligence stratégique de faire cette option, a marqué un point important, un point qui va convaincre dans le futur ceux qui hésitent que nous sommes des gens sérieux, que nous sommes dans notre pays, que nous n'avons pas du tout une attitude de prédateur. Les développements économiques du Sahara marocain vont être peut-être l'élément, je ne dirais pas factuel, mais l'élément stratégique important qui va finir par convaincre les membres des Nations Unies
que ce soit des membres permanents ou non permanents, pour faire en sorte que ces territoires soient validés de droit au niveau international. Parce qu'il faut parler aussi du Conseil national, de la prochaine réunion du Conseil de sécurité. Maintenant, il n'y a plus la Tunisie, elle n'est plus membre. Il y a d'autres pays que nous sommes appelés à contacter et à convaincre de la légitimité de notre cause. Est-ce que le dossier est plié? Non. Nous avons encore beaucoup de chemin à faire, beaucoup de pays à convaincre et aussi un effort pour mieux faire valoir ou mieux faire connaître nos efforts de développement dans ces territoires. Nous ne sommes pas des prédateurs, nous sommes dans notre territoire et nous sommes bien au contraire. Nous avons fait preuve de générosité pour aller au-devant.